Bienvenue à ce webinaire qui porte sur les 300 champions africains de la finance. C'est un webinaire qui vous est présenté par Jeune Afrique, The Africa Report, en collaboration avec l'IFC. Nous avons de merveilleux orateurs parmi nous aujourd'hui. Aliou Maïga, qui représente l'IFC, Abdelaziz Larlou, qui représente Global Research, Abzo Conte, qui représente Kuda, et Aristide Ouattara, qui représente Deloitte. Jean Rousseau de BCP n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Je m'appelle Nicolas Mogon et je suis le rédacteur en chef de The Africa Report et je voudrais donc nous avons Aurélie Mbida et qui va justement vous présenter au nom de Jeune Afrique, ces 300 champions de la finance. Je vais très bien, merci, et merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous avons l'occasion également de vous voir ici, également de tenir compte du sommet qui devrait se dérouler en novembre prochain à Lomé. C'est bien cela? Je pense que tout expert dans la matière des finances devra participer à ce sommet. Et donc, nous allons présenter notre classement. Nous allons présenter ceci en anglais. Ensuite, nous aurons les thématiques qui seront présentées ensuite en français dans une séance animée par Aurélie. Enfin, un dernier panel qui portera sur la technologie dans les systèmes bancaires. Si vous avez besoin de l'interprétation, vous pouvez y avoir accès en appuyant sur l'icône de Globe Interprétation et choisir la langue qui vous convient. Si vous souhaitez poser vos questions, vous pouvez utiliser notre page des événements sur LinkedIn. Donc, quels sont ces 300 champions de la finance? Il s'agit d'un classement des compagnies d'assurance et des banques qui ont été relevées par Jeune Afrique et The Africa Report. Nous avons envoyé des questionnaires détaillés après de 2000 institutions financières afin de préparer ce classement qui vous sera présenté. Et nous nous sommes concentrés sur les résultats les plus récents, à savoir les résultats issus de l'année 2021. Donc, quels sont ce que nous retenons du classement de cette année? Tout d'abord, il s'agit de cette forte résilience malgré cette situation sans précédent qui a été posée par le COVID-19. Bon nombre d'économies ont été perturbées avec l'interruption de bon nombre d'activités économiques et financières. Et malgré tout cela, les banques africaines ont réussi à tenir le coup et faire preuve de résilience avec une marge de profit plus importante en 2022. Cette résilience n'est pas distribuée ou répartie de façon équitable. Nous avons l'Afrique du Nord, qui est la région la plus dynamique en matière de finances sur le continent africain, fait face à des difficultés en 2020, puisqu'elle est plus intégrée dans l'économie mondiale. Mais cette région a pu tout de même rebondir. Il en va de même pour les autres régions africaines. L'Afrique de l'Ouest continue de progresser doucement mais sûrement dès l'année 2020. Je vais maintenant accorder la parole à ma collègue Aurélie qui pourra vous faire part de quelques informations concernant ce classement. Il semblerait que les choses demeurent inchangées. Nous avons donc ici le classement de ces banques championnes. Nous avons un classement du top 20 de ces banques. Très peu de choses ont changé entre l'année précédente et cette année. Nous avons Standard Bank qui reste en tête de classement pour la 3e année consécutive. Nous avons le Maroc qui fait partie de ce classement.
ainsi que la Banque centrale populaire. Les banques anglophones ont été plus frappées, avec bon nombre de compagnies qui faisaient partie du top du classement des 200 institutions financières et qui représentent les 21% du total. Dans les banques marocaines, nous avons 9,4% de la balance commerciale et une augmentation de 8,6% pour un groupe nigérian. 50 institutions qui font partie de ce classement. Pour l'Afrique centrale, nous avons une augmentation de 1,5%. Si nous nous penchons maintenant sur l'abordabilité, les banques qui figurent à ce classement montrent qu'il y a eu un rebondissement suite au Covid-19, avec un profit de 40%. Avec un profit net de 33% en 2021. $1.76 billion and has registered an historic profit in the first half of 2022. Just behind, Standard Bank was also driven by la Standard Bank, qui a également bénéficié d'un recouvrement commercial et qui fait partie des institutions ayant enregistré le plus grand profit. Tandis que nous nous penchons sur les dynamiques principales en Afrique, nous avons constaté par le passé sur le continent africain et qu'il y a une progression de ces champions qui ont pu élargir leurs activités à d'autres pays africains. Nous avons notamment donc les banques d'Afrique du Nord et les banques nigérianes qui ont pu élargir leurs activités. Et ceci permet de faire progresser la profitabilité. Oui, je pense qu'il s'agit donc de ces récits assez intéressants qui émanent de l'expérience africaine. Il y a des décisions qui avaient été prises, notamment par les banques kenyanes, justement pour opérer en RDC et assurer ainsi une meilleure intégration économique. Et nous constate que cette intégration est véritablement visible en Afrique de l'Est. Mais évidemment, il n'est pas évident de garder des taux élevés de profitabilité lorsqu'on se change dans ce type d'activité. Et comme vous l'avez constaté, il y a eu un redressement suite à cette pandémie. Concernant la Standard Bank, qui est le chef de file et qui opère dans bon nombre de pays africains, cette banque constitue une force et permettra une réorganisation également du système bancaire. Et la Standard Bank dispose également d'une franchise assez renforcée en Afrique du Sud, avec une augmentation des recettes de 30% en matière de fonds propres, comparé aux chiffres que nous avons recueillis en 2021. Aurélie, que constatons-nous en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Afrique centrale? Sans surprise, le Nigeria continue de dominer le marché et fait partie du classement des 20 pays, suivi par le Togo et le Ghana. Parmi les banques, la Banque du Nigeria est la plus performante
La Société Générale en Côte d'Ivoire a également grimpé de 4 rangs. Proposition, la Banque ouest-africaine de développement a été rétrogradée. En Afrique du Nord, comme nous l'avons déjà indiqué, 23 banques qui font partie de notre liste sont des banques égyptiennes. Ils représentent 90% de la balance commerciale. Et si l'on constate maintenant les groupes bancaires principaux, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de changement au niveau du classement. On aurait pensé que ce classement aurait changé compte tenu des acquisitions récentes, notamment le groupe tunisien qui a récupéré également 39% des parts de BNP Paribas. En Afrique centrale, cette région ne représente qu'1,5% de la balance commerciale. Les banques centrafricaines sont dominées par les banques BGFI du Gabon. Nous avons 30 banques qui font partie de ce classement. Nous avons Equity CBCBC qui ont été impulsés par des banques kenyanes en RDC. La chute des prix l'année dernière ont poussé certaines banques telles que la banque en Zambie de perdre 16 places au classement. C'est ce qui concerne notre région unique. Merci Aurélie. Et merci à vous tous également de suivre cette première présentation de ce classement des 200 banques africaines. N'hésitez pas à poser vos questions aux panélistes dans la messagerie. Si vous avez d'autres questions éventuelles, vous pouvez également vous abonner à Jeune Afrique ou à The Africa Report. Je vais maintenant accorder la parole à Aurélie qui s'exprimera en français. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'option d'interprétation. Donc, toutes ces banques essayent justement de traiter ces enjeux macroéconomiques. Donc, qu'en est-il de la situation? Ou nous rejoignez à l'instant. Nous allons en effet poursuivre les échanges en français, mais traduits en anglais pour ceux de nos participants qui le souhaitent, dans une table ronde virtuelle dont la thématique est « Quelle stratégie pour les champions africains de la finance ?» Nous allons chercher à comprendre comment le secteur bancaire africain, qui a jusqu'ici prouvé sa résilience face aux crises successives, à leurs conséquences. Mon collègue Nick l'a souligné tout à l'heure en introduction, les niveaux d'avant Covid sont retrouvés. Cependant, l'horizon de l'industrie est incertain face à la multiplication et la durabilité de toutes ces crises. Les dernières estimations d'ailleurs du FMI font état d'un recul de la croissance en Afrique subsaharienne de 4,7% à 3,6% cette année, mais surtout d'une inflation galopante qui atteindrait 14,4% en 2022. Un contexte qui exacerbe une série de risques pour les banques, qui sont véritablement les opérateurs centraux de nos économies. Défaut de paiement, baisse de rentabilité, risque de liquidité, l'horizon est complexe. Mais vous qui connaissez l'Afrique, qui aimez ce continent, vous savez que les conséquences ne sont pas les mêmes que l'on soit à Casablanca, à Johannesburg, au Caire, à Abidjan. Comment les banques africaines traversent-elles les bouleversements actuels et quelles sont leurs perspectives? Pour en parler, nos 3 speakers, 3 spécialistes de la finance nous rejoignent. Tout d'abord, nous avons avec nous Gwendoline Abunao, administrateur directeur général d'Ecobank Cameroun et par ailleurs responsable du cluster CEMAC, qui partagera avec nous le retour d'expérience d'un groupe bancaire implanté dans 33 pays africains. Aliou Maïga, directeur groupe industrie financière Afrique à l'IFC, se fera écho de la santé des entreprises clientes de ces banques ainsi que des leviers des institutions financières pour s'adapter.
Enfin, avec Abdelaziz Lahlou, économiste en chef d'Attijari Global Research, nous aurons une vue pointue du contexte macroéconomique dans lequel ce que nous avons appelé les champions de la finance évoluent. Merci à tous les trois pour votre présence. Et vous qui nous suivez en direct sur les sites de Jeune Afrique, The Africa Report ou sur le LinkedIn de l'Africa Financial Industry Summit, n'hésitez pas à nous interpeller au cours de ces échanges. Si vous avez des questions, nous aurons le plaisir d'y répondre. Je vous propose donc de commencer avec vous, Gwendoline Abounao. Vous êtes responsable de la région CEMAC et à la tête de la filiale camerounaise du premier groupe bancaire francophone d'Afrique subsaharienne. Je le disais tout à l'heure. Quelle est votre réaction par rapport au classement que nous venons de présenter? S'il n'y a pas proprement parlé de grands bouleversements dans le ranking des premiers champions africains, on constate tout de même des disparités en termes de résilience avec de fortes variations de revenus entre 2020 et 2021. Comment analysez-vous ces résultats? Merci Aurélie, merci à Jeune Afrique pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de parler de nos secteurs financiers en Afrique. Je pense que quand j'ai vu le classement, j'étais fière tout d'abord que le groupe Ecobank se classe parmi les 20 premières banques africaines et fière également que la plus grande partie de nos filiales sont aussi présentes dans ce classement. Donc, c'est une réussite pour l'ensemble des collaborateurs et une reconnaissance de leur engagement quotidien. Mais après le groupe Ecobank, j'ai vu avec vraiment un soulagement important la forte reprise et remise à niveau des banques africaines, malgré la crise économique liée à la situation sanitaire et le contexte de la guerre en Ukraine. Par exemple, pour Ecobank Cameroun, le résultat net est en hausse de 20% parmi la première semestre de 2022. Une autre chose que j'ai remarqué pendant mon revue de ce classement, c'est le fait que les banques qui ont réussi à déployer les stratégies numériques dans les offres de services semblent mieux performer. Mais comme vous avez mentionné tout d'abord, on a aussi constaté la variation en termes de résistance. Mais nous tous, nous savons que les crises sont aussi un moyen de tester la résistance des banques africaines aux chocs exogènes et voir comment ils peuvent résister. Et je pense que ce classement démontre que certaines banques qui sont plus matures ont pu mieux résister que les banques qui viennent d'arriver. Donc, pour moi, la conclusion en regardant ce classement, c'est une interpellation à nous tous, que nous devrons faire attention, nous devrons rester vigilants face au retournement de l'économie mondiale. On voit déjà le relèvement des taux directeurs qui annonce une réduction des liquidités, qui va limiter aussi la capacité de financer l'économie. Donc, nous tous, nous devrons veiller à la bonne gouvernance, l'analyse des risques, la conformité aux standards internationaux de gestion et une stratégie qui intègre les grands enjeux numériques et environnementaux. Ça doit être une priorité pour nous tous parce que la future ne sera pas stable. Donc, nous tous, même les banques qui se trouvent dans ce classement important doivent toujours prendre les dispositions pour rester dans cette catégorie. Voilà vraiment, grosso modo, Aurélie, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces classements. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci, je retiendrai et on retiendra sans doute tous les deux mots, fierté et vigilance de votre analyse. Je me tourne maintenant vers vous, Aliou Maïga. Vous avez passé de nombreuses années au service de l'industrie financière en Afrique. La situation que nous vivons là est-elle réellement inédite et de quel ressort les opérateurs économiques, en particulier les banques, disposent-ils pour résister à plus long terme, contribuer à un niveau de croissance du PIB suffisant pour lutter, par exemple, contre la pauvreté dans nos pays?
Aurélie de m'avoir invité à ce panel et toujours un plaisir de participer aux échanges que Genetic organise et aussi très fier d'être co-host de Africa Financial Industry Summit à Lomé. En tant qu'institution de développement qui intervient dans le secteur privé, on a toujours une perspective, je dirais, équilibrée par rapport aux crises. On peut avoir une vision dramatique, mais en même temps, il faut toujours, de notre côté, voir les choses de façon un peu optimiste aussi. Ce que je dirais, c'est que la situation est vraiment inédite dans le sens où, à la sortie de la crise de la Covid, il y a une combinaison de deux facteurs qui ont contribué à déjà augmenter l'inflation. C'est toute la liquidité qui a été injectée dans les pays développés et la dislocation des chaînes de valeur mondiales qui ont réduit la capacité de production, notamment en Asie. Ces deux facteurs ont fait que l'inflation a déjà commencé à augmenter. Et à côté de ça, on a la Banque centrale, notamment américaine, qui a fortement augmenté les taux, qui a donc attiré les investissements vers les États-Unis et une croissance du dollar qui a augmenté, en fait, qui a affaibli les autres devises, donc créé une inflation aussi liée à ça. Donc, il y a vraiment une combinaison de facteurs. Et si on se tourne vers l'avenir, la crise en Ukraine et en Europe, c'est très difficile de prévoir comment ça va se terminer, mais on espère tous que ça va évoluer, stabiliser à un moment donné. Mais dans ce contexte, je pense que les banques ont une fonction à la fois de faire de l'argent pour leurs actionnaires, mais aussi une fonction de régulation de l'économie. Et donc, dans ce contexte-là, les banques doivent travailler avec les États pour pouvoir ensemble à la fois protéger les banques contre l'effet de cette crise, mais aussi continuer à soutenir l'économie. Parce que si l'économie baisse trop fortement, c'est les banques qui vont en souffrir les premières. Il faut savoir que les banques sont probablement les institutions les plus sensibles au changement macro, et donc c'est important de garder cet équilibre-là. Et nous, en tant qu'institution de développement, notre rôle, c'est de travailler avec les États, avec les banques, mais aussi avec les institutions comme la Banque mondiale et d'autres institutions, pouvoir vraiment intervenir à la fois au niveau des États pour les aider, et nous, au niveau des banques, pour apporter le soutien qu'on peut, pour qu'elles puissent continuer à la fois leur action de financement de façon profitable, mais en même temps aussi contribuer à maintenir un minimum de stabilité dans l'économie, parce que sinon ça peut se dégrader très vite. Donc c'est ce que je peux dire. Donc c'est vraiment une situation assez compliquée, assez complexe, mais en même temps il y a beaucoup d'actions. On est là aujourd'hui, moi je suis à Washington dans le cadre des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds mondial, enfin, du Fonds monétaire. Et une des discussions vraiment, c'est comment répondre à toute cette combinaison de crises. Et je pense qu'il y aura des réponses assez significatives pour soutenir notamment les pays qui en ont le plus besoin. Et donc, je vois ça à la fois, la crise est réelle et multiforme, mais en même temps, les réponses potentielles des gouvernements et des institutions de développement et en partenariat avec les banques qui jouent un rôle vraiment fondamental dans l'économie dans n'importe quel pays, qu'on puisse vraiment garder cet équilibre-là, protéger les banques, mais en même temps continuer à soutenir les économies. Merci. Merci beaucoup. Merci Aliou. Alors, on retiendra que la situation est finalement inédite et que des solutions existent, notamment pour les banques qui sont quand même, dont le rôle est central dans la régulation de l'économie et dans le lien avec les États. Nous avons donc entendu avec Gwendoline Abunao et Aliou Maïga les premières réactions au classement des champions de la finance et puis les à côté, les perspectives. Je vous propose à présent d'écouter Abdelaziz Larhlou, qui est donc Chief Economist de Tijari Global Research, pour une analyse conjoncturelle. Abdelaziz Larhlou, quels impacts les crises successives que nous avons éprouvées depuis 2 ans ont-ils vraiment eu sur nos économies? Merci Aurélie. Alors, on assiste à une situation inédite en Afrique. On a la succession,
de 3 crises. La crise du Covid, la guerre Russie-Ukraine et aussi, il ne faut pas négliger, la situation de dérégulation climatique à l'échelle du continent. Plus en détail. La pandémie est, disons, dans une situation de creux. Mais la gravité de la pandémie est moindre que ce que l'on présumait. Certes, on a un taux d'infection, de mortalité qui est élevé par rapport à la moyenne mondiale, 1,7% par rapport à 1,1%, mais cela va de pair avec le fait que le nombre de tests ait été bas. Ce qu'on peut retenir, c'est que la pandémie a dévoilé une situation de fébrilité économique, aussi des difficultés d'acheminement des médicaments et des vaccins vers la population et une faible aptitude de la population à aller se faire vacciner. Alors, la guerre Ukraine-Russie, l'Afrique est peu impactée, si ce n'est à peu près les 15% d'importation de céréales qui sont orientées principalement vers l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique subsaharienne, à peu près, attire 1,3% de ses importations des deux pays, 1% de la Russie, 0,3% de l'Ukraine, et ramène ou attire à peu près juste 1% des IDE, des investissements directs étrangers, principalement de Russie, des pays comme l'Angola, la Guinée, le Nigeria, le Soudan, le Zimbabwe. Alors, très peu de connexions directes, mais de la connexion indirecte. Et là, je parle surtout de la hausse des matières premières et du climat d'incertitude qui règne l'ensemble du monde et du continent africain et qui affecte plusieurs éléments macroéconomiques, on va le voir, notamment la hausse de l'inflation et les difficultés à faire lever de la dette. La dérégulation climatique, c'était un sujet de débat, c'était un sujet de vigilance. Maintenant, c'est une réalité. Les pays africains, 5 pays parmi 10, qui sont les plus affectés par la dérégulation climatique, sont en Afrique. Juste en 2020, on a assisté à 131, entre guillemets, catastrophes naturelles en Afrique. Entre inondations, tempêtes, feux de forêt, la dérégulation climatique cause beaucoup de problèmes à l'infrastructure et beaucoup de perturbations au bon déroulé de l'économie africaine. On peut dire aussi que 30% que l'air en Afrique est 30% plus pollué que la moyenne mondiale. Pour être plus concret, au Maroc, la succession de 2 années de sécheresse a fait que les barrages sont remplis à peu près moins de 25%, à peu près 25%, ce qui est un niveau le plus bas depuis 40 ans. Et ça affecte la production alimentaire, les exportations bien entendu, et l'inflation. Ceci aussi affecte des pays comme le Côte d'Ivoire ou le Ghana, où les conditions climatiques affectent la production du cacao, où les pays sont les plus grands producteurs à l'échelle mondiale. Alors, parlons maintenant d'impact. L'inflation devrait atteindre 14% en 2022, après 13% en 2021. Les facteurs sont multiples. Parmi ceux, il y a des facteurs endogènes et autres exogènes. Le premier que je pourrais citer, l'évident, c'est le prix du baril, qui est en train de se stabiliser à des niveaux très élevés. Aussi, le prix des matières premières, qui est issu notamment, je parle des matières premières issues des pays où il y a des conflits, le gaz naturel, le charbon, le pétrole et d'autres produits annexes comme l'aluminium ou les fertilisants. Surtout, il ne faut pas oublier que, on va le voir plus tard en détail, c'est la dépréciation des monnaies qui fait qu'on a une situation d'inflation importée. Sans oublier les sécheresses qui se multiplient dans les pays africains et qui affectent le panier alimentaire. Alors, parlons maintenant un petit peu de devises. 2 tiers des devises en Afrique ont subi des dépréciations lors de l'année 2021. C'est énorme. 30% des devises sont dans des régimes régulés. Alors, ça pose vraiment une pression sur les réserves en devises, qui étaient à peu près à 9 mois en 2010, 9 mois l'équivalent d'importation, et qui sont à peu près à 5,9 mois, 5,9, à peu près moins de 6 mois en 2021. Certes, les pays diversifiés,
en matière de revenus de devises. Je parle des pays touristiques, manufacturiers, qui ne reposent pas sur les matières premières, sont les moins affectés. Mais ça reste un problème majeur. Je cite la situation du Ghana, où le cedi a à peu près dépassé, sa dévaluation a dépassé 50% en 2022 par rapport au dollar. Parlons maintenant de stress de la dette, la vulnérabilité de la dette. Parmi les 38 pays répertoriés chez le FMI, 23 pays sont en situation de debt distress, de vulnérabilité de la dette, alors qu'il n'était que 35%. Ça représente 60% en 2022, alors qu'il ne représente que 35% en 2010. Il faut dire que la prime de risque va augmenter considérablement pour les pays et leurs conditions de levée de dette vont être beaucoup plus compliquées avec un effet ciseau. La hausse de la prime de risque et la hausse des taux de base. Situation. Je vous interromps juste parce que je sais que vous voulez nous dire comment les acteurs économiques ont réagi à tout ce que vous nous avez décrit. Et comme le temps est compté et que chacun doit essayer d'avoir la parole, et surtout quand nous en arrivions là aux réactions. Très bien. On peut diviser l'intervention rapidement en deux pôles. L'intervention d'un point de vue budgétaire, l'intervention des États à travers les actions budgétaires et les actions monétaires. Sur les actions budgétaires, on fait avec les moyens de bord. Et donc, on a fait des interventions à hauteur à peu près de 7% à 8% du PIB en matière d'incentives fiscales, que ce soit à travers des baisses des impôts ou bien des injections budgétaires, alors que dans les pays développés, on le faisait à hauteur à 12%. Alors, la situation est un petit peu plus compliquée maintenant, vu qu'il y a de l'inflation. On ne peut pas se permettre de maintenir des subventions énormes. Et là, on est sur des dispositifs de subvention pointus, ciblés, notamment le transport, les matières de première nécessité et des baisses sur les taxes sur les matières énergétiques. Il faut dire que la marge de manœuvre est de plus en plus étroite avec le coût de la dette qui est en train de prendre le dessus et qui est en train de réduire la marge de manœuvre des États. Sur un point de vue monétaire, la situation est aussi tendue. L'inflation réduit la marge de manœuvre et ne permet pas d'avoir de grandes injections monétaires des banques centrales dans les économies. Alors, les banques centrales ont choisi leur camp. Dans leur arbitrage entre soutenir l'économie et lutter contre l'inflation, les banques centrales ont opté clairement pour la lutte contre l'inflation et sont en train de maintenir des politiques monétaires moins expansionnistes, plutôt restrictives. Merci beaucoup Abdelaziz Arlou, une bonne piqûre de rappel du contexte qui n'est jamais trop et qui nous permet de savoir où on se place, en tout cas en Afrique, et l'Afrique de manière plus globale également. Maintenant, Gwendoline Abuna, est-ce que vous retrouvez les 2 dernières années d'histoire de votre groupe bancaire, enfin, je veux dire la vie d'Ecobank ces 2 dernières années dans ce que vient de décrire Abdelaziz Arlou? Voilà, moi je m'intéresse au cas pratique Ecobank. Quels ont été les leviers de la résilience de votre groupe bancaire et puis est-ce qu'il y a eu des régions qui s'en sont mieux sorties que les autres et pour quelles raisons? Je me retrouve vraiment dans tout ce que mes collègues du panel ont décrit, mais je pense que les points forts de Ecobank sont l'expérience, les clients, la technologie et les plateformes numériques, et ensuite que notre empreinte géographique. Comme vous le savez, nous sommes implantés dans 33 pays, donc vous pouvez imaginer l'ampleur et la variation des réactions dans les différentes zones. Nous avons l'intention de continuer de développer nos activités et restons à l'avant-garde du commerce, des paiements, des envois de fonds et l'inclusion financière. Je pense que c'est parce que nous déposons des compétences nécessaires d'une base de capital solide, d'un accès au marché des capitaux internationaux et d'un renforcement de notre gestion des risques, et aussi la capacité de résoudre des questions liées au crédit.
C'est ça qui nous a permis de pouvoir résister et être résilients pendant les crises que nous sommes toujours en train de subir. Si on regarde les facteurs qui nous ont beaucoup aidés, je peux dire aussi que les partenariats avec les opérateurs télécoms comme Airtel et MTN a beaucoup aidé. Ça veut dire que notre écosystème numérique d'Ecobank offre la commodité, l'accessibilité et est très évolué en termes de services aux clients. Donc, nous avons positionné nos différentes filiales comme un partenaire qui peut répondre aux différents types de sollicitations que nos clients divers ont portées pendant cette période. Et si on entre dans quelle zone ou bien quelle région a mieux résisté pendant la crise, comme vous savez, Ecobank divise ses opérations en Afrique subsaharienne en 4 régions. Nous avons ce qu'on appelle AWA, qui est anglophone West Africa. Nous avons FAWA, qui est francophone West Africa, l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons CESA, qui incorpore 18 pays, donc dans l'Afrique centrale, l'Est et australe. Et nous avons Nigeria, qui est une région toute seule. Je pense que si on doit évaluer quelle région a mieux résisté ou bien mieux performé, je veux dire en termes de croissance, on va dire c'est la région de CESA, donc l'Afrique centrale, australe et l'Est. Et je dis ça pourquoi? Comme vous savez, on a eu la dépréciation des monnaies au Zimbabwe, au Malawi et même dans la zone de francs CFA, envers ou en rapport avec le dollar. Mais malgré ça, on a eu un accroissement en termes de PBT, notre profitabilité, et en termes de revenus. Et ça, c'est lié au fait que nous avons pu innover et restructurer le business pour voir vers la commission générée par les transactions. Parce que le besoin à cet temps était l'envoi des fonds et comment aussi aider les économies de différents pays à mieux résister et à mieux continuer à soutenir l'économie pendant cette période. Donc, les autres zones, les anglophones West Africa et francophones West Africa et le Nigeria, toutes ces zones ont bien résisté, mais en termes de croissance des performances, on va citer CESA. Et grosso modo, je pense que les points forts des groupes qui nous a permis de mieux résister, c'était l'expérience des clients, la technologie et vraiment notre plateforme numérique qui était bien développée et c'était en avant pour donner les différents mécanismes et opportunités à nos clientèles vastes pour pouvoir continuer à travailler malgré les différents chocs externes qu'on a vus. Merci beaucoup, Gwendoline, c'est très concret. Merci pour votre retour d'expérience. Sur ces 2 années, je pense qu'Aliou Maïga va pouvoir s'empresser de réagir, non seulement parce qu'en fait, vous répondez à l'un de ces points, des impératifs soulevés tout à l'heure, à savoir que les banques doivent s'impliquer dans le redressement des économies. Et donc là, clairement, avec ce que vous venez de décrire, c'est un bon exemple. Aliou Maïga, vous qui avez traité dans le cadre du financement de projets en Afrique de l'Ouest et centrale, à peu près toutes les banques du continent, ce que vous me disiez avant cette conférence. Que pouvez-vous nous dire précisément sur les points faibles et pourquoi pas les points forts, on va être positif, que les minces perspectives de croissance, le fort niveau d'endettement des États ou encore l'inflation ont exacerbé ces derniers mois au niveau des institutions financières? Comment rester rentable, attractif dans un tel contexte? Merci beaucoup Aurélie et merci Abdelaziz pour l'exposé vraiment très détaillé sur le macro et Mme Abouna ou sur Ecobank qu'on connaît très bien. Comme vous savez, AFC est vraiment présent dans le secteur financier en Afrique. Tous les grands groupes africains sont nos clients. De l'Afrique du Sud au Maroc, en Égypte, en Afrique de l'Ouest. Et donc, moi, je ne vais pas parler de faiblesse des institutions, je vais plutôt parler de leur force et du contexte dans lequel ils opèrent.
C'est ça qui crée peut-être la faiblesse. Je dirais que les institutions financières africaines se sont beaucoup développées en termes de capacité, en termes de gouvernance, en termes de taille, en termes de couverture géographique. Et donc, c'est plutôt pour moi une tendance positive au niveau des institutions. Et c'est ça aussi qui permet la résilience, parce que la plupart des banques aujourd'hui font partie d'un groupe qui a beaucoup de ressources ou en tout cas une capacité de pouvoir aider les filiales qui sont temporairement dans des difficultés. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Deuxièmement, la technologie et aussi les liens avec les télécoms, tout ça, ça fait que les banques se sont renforcées en termes de capacité de distribution et de gestion de risque. Par contre, comme on le voit, la situation macro, de façon générale, depuis le début de la COVID jusqu'à la fin de la COVID et ensuite la crise ukrainienne, qui, encore une fois, c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer, mais ça risque d'être une crise assez prolongée, peut-être pas militairement, mais au niveau économique, pour que, je sais pas, la fourniture d'énergie, par exemple, soit équilibrée dans le monde. En Europe, vous savez, il y a un rationnement aujourd'hui pendant l'hiver, ça va se passer. Les gens seront obligés de limiter leur chauffage à 19 degrés. Donc, il y a vraiment des conséquences assez sérieuses. Et tout ça, ça va prendre du temps à s'équilibrer. Moi, je dirais l'Afrique, les crises sont toujours une bonne opportunité pour l'Afrique pour travailler vraiment sur les problèmes structurels. Parce que l'Afrique a peut-être la meilleure chance avec la crise de pouvoir revoir son agriculture, par exemple. L'Afrique dispose de la plus grande, je dirais, superficie de terres arables, mais à cause je dirais, du système mondial de commerce, on importe beaucoup. Alors qu'on pourrait produire quasiment tout le riz dont on a besoin en Afrique, on pourrait produire tout le maïs dont on a besoin, on pourrait produire tout l'oignon dont on a besoin. Et donc, pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. C'est comment utiliser le secteur bancaire aujourd'hui, qui a pris beaucoup de capacités, et travailler avec le secteur réel aussi, et pouvoir vraiment investir pour que l'Afrique soit de moins en moins vulnérable à des chocs externes comme ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je dirais, quand on regarde l'ensemble du secteur financier qui s'est renforcé, même s'il y a encore des améliorations à faire, et la crise mondiale qui se passe aujourd'hui, pour nous, on voit ça vraiment comme une opportunité d'investir en Afrique pour développer et rendre l'Afrique vraiment souveraine, comme on dit, économiquement. Et c'est la meilleure façon pour nous d'aborder la situation d'aujourd'hui et de travailler avec nos partenaires à la fois bancaires, mais aussi les grands groupes du secteur réel pour pouvoir vraiment continuer à renforcer la force de l'Afrique et pouvoir continuer aussi en même temps maintenir les banques rentables, parce que les économies stables et prospères, c'est ça qui est vraiment la base du succès des banques. Mais par contre, si les économies tankent, les banques, quelle que soit la qualité des banques, ils vont avoir des problèmes. Merci. Merci beaucoup, Lumaïga. Je crois savoir qu'Abdelaziz Larklou a également une analyse plutôt optimiste pour l'avenir. Je me trompe? Pas du tout, Aurélie. Malgré toutes les difficultés, l'Afrique garde des fondamentaux solides et la croissance est promise pour l'avenir. D'ailleurs, en 2022, la croissance devrait être aux alentours de 4,1% avec une petite disparité selon les régions. La croissance devrait être tirée du côté de la demande par la consommation, par l'investissement, dans une moindre mesure par les dépenses gouvernementales. Par contre, du côté de l'offre, c'est toujours le secteur des services qui devrait être un support pour la croissance, suivi de l'industrie et de l'agriculture. Mais au-delà de la croissance, ce que je voudrais souligner, c'est quelques tendances qui se tracent pour le continent africain. Et tout d'abord, c'est une tendance mondiale, mais qui va se tracer pour le continent africain. C'est tout d'abord la volonté de construire une autonomie aussi, surtout en matière d'agriculture, d'alimentaire, qui va orienter les investissements vers la production agroalimentaire et l'autonomie des pays vis-à-vis des importations en produits agroalimentaires. Ici,
c'est que l'Afrique n'attirera plus les investissements grâce à des salaires bas, mais surtout par rapport à une capacité logistique, par rapport à une capacité de productivité, une workforce, c'est-à-dire une main-d'œuvre qualifiée, et une proximité par rapport à l'Europe. Dernier élément, c'est qu'il y a une grande aptitude à adopter les technologies en Afrique. Les taux d'équipement, notamment par exemple en paiement mobile en Afrique, sont des niveaux supérieurs à la moyenne mondiale, et l'avenir promet un développement très rapide des services technologiques en Afrique, dans les pays africains. Voilà. Merci beaucoup Abdelaziz. Nous arrivons presque à la fin de ce panel. Je vous propose de terminer avec Gwendoline Abunao et Aliou Maïga par deux questions. On a 5 minutes, on va séparer en deux. Gwendoline, comment cela s'annonce-t-il au niveau de votre cluster? On parle de perspective. Connaîtrons-nous un dynamisme, une reprise en main par les acteurs locaux, par exemple du secteur bancaire en Afrique centrale, comme ça s'est fait en Afrique de l'Ouest dernièrement? Je pense que si on voit qu'il y a une annonce des PIB, près de 4% des provisions, je pense que la perspective est plutôt favorable. Je dis favorable pourquoi? Nous avons vu une grande innovation au niveau des banques dans la zone CEMAC et nous pensons que ce n'est que le début. Comme on a mentionné au début, cette implémentation de solutions numériques est très important pour le développement de cette zone. Et le fait que l'État se joigne au système financier pour pouvoir avancer ça avec les paiements de certains droits et paiements liés à l'État, je pense que ça va améliorer la performance et améliorer la participation et l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est ça qui va nous permettre de rejoindre la performance de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, si la population adopte l'usage des cartes, s'ils adoptent les produits bancaires, s'il y a ce partenariat entre les banques et les fintechs, entre les banques et le secteur télécoms, c'est ça qui va créer l'écosystème nécessaire pour pouvoir faire avancer des choses. Quand l'argent tourne, quand tout le monde est impliqué dans la plateforme économique, c'est ça qui fait avancer un pays. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la zone CEMAC, les perspectives sont plutôt bonnes parce que les acteurs majeurs sont tous impliqués, ont déjà cette mindset de dire il faut qu'il y ait cette cohésion, il faut ce développement des écosystèmes et c'est ça qui va faire avancer des choses. Et nous voyons aussi que côté régulateur et la Banque centrale, il y a cet engouement de vouloir développer le secteur financier et ça ne peut que être dans un bon sens. Donc, je pense que nous tous, on devait regarder et voir comment la zone CEMAC va performer et surtout dans votre prochain classement, nous devrons voir un changement de ratio. On ne va pas rester à 1,5% de contribution. Je pense que vous allez voir une amélioration dans le bon sens. Eh bien, j'espère qu'on va le voir et c'est tout ce que je souhaite aux banques de l'Afrique centrale. On va juste terminer en 3 mots, Aliou Maïga, parce que je pense que vous allez rejoindre l'analyse de Gwendoline sur les ingrédients, 3 ingrédients dont l'écosystème bancaire sur le continent a besoin pour se renforcer. Et puis on sera bon. Non, effectivement, je confirme, hein, vraiment, comme l'a dit Madame Abunao, je pense que les banques, comme j'ai dit, ont fait beaucoup de progrès, mais doivent continuer. Et les ingrédients vraiment pour que ce succès-là continue et que nos pays continuent à prospérer, c'est d'avoir l'innovation au niveau des banques sur beaucoup d'aspects, hein, que ce soit l'adoption de la technologie, que ce soit l'ouverture vers plus de PME, plus de micros, qui sera permis par la technologie. Deuxièmement, il faut que les régulateurs aussi suivent. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ce sens-là. Les régulateurs sont de plus en plus sophistiqués, à la fois dans l'adoption des règles BAL 2, BAL 3, mais également dans l'adoption du digital, par exemple.
il y a beaucoup de banques centrales qui ont autorisé l'émission de monnaie électronique dans la zone CFA et CEMAC aussi, qui permet à des gens aujourd'hui de faire beaucoup de transactions avec des mobiles. Et la dernière équation qui est vraiment très importante, c'est les politiques publiques. Quoi qu'on dise, les banques dépendent beaucoup de ce qui se passe dans un pays au niveau de la politique publique. Si les banques mettent beaucoup de leur argent dans les titres d'État, c'est parce qu'il y a un État qui pompe beaucoup d'argent et donc augmente les taux pour le secteur réel. Et ça, il faut que les États puissent vraiment aussi voir dans quelle mesure ils peuvent améliorer le fonctionnement de l'État de façon générale, surtout au niveau fiscal, pour réduire un peu peut-être la pression qui met sur le secteur bancaire en prenant beaucoup d'argent des banques, qui fait que les banques prêtent un peu moins. Et donc, cet équilibre-là, vraiment dans les politiques macro et monétaires, que les États puissent continuer à aider les banques à non seulement se renforcer en termes de profitabilité et tout ça, mais aussi de tourner un peu plus leur activité vers le secteur réel, vers les PME, vers les entreprises qui créent de l'emploi et de la valeur, qui génèrent au final les impôts dont les gens ont besoin pour éviter de pomper dans les banques. Donc, c'est vraiment un ensemble, les banques, les régulateurs et puis les États. Merci. Merci. C'était le mot de la fin sur ce premier panel. Merci beaucoup Aliouma, merci Gwendoline Abouna, merci Abdelaziz Larlou et merci à vous qui nous suivez, mais restez bien sûr avec nous. Je vous propose maintenant de se projeter encore plus dans l'avenir avec une seconde table ronde présentée par mon cher collègue Nick Norbrook et dédiée cette fois aux nouveaux acteurs de l'industrie financière. Comment travaillent-ils avec les acteurs traditionnels, partenaires, concurrents? Ce panel aura vocation à y répondre, mais avant de passer le relais à Nick, je vous propose de regarder quelques images sur le prochain grand rendez-vous de Lomé. Voilà, nous sommes de retour pour ce deuxième panel, avec ce qu'on fait au niveau des fintech. Nous avons Babs qui travaille dans la fintech du Nigeria. Nous avons Paul Rousseau du KCB, mais malheureusement, il est coincé en Ouganda. Il n'est pas en mesure de nous joindre malgré la technologie. Et, vous savez, nous voyageons beaucoup dans le continent africain. Parfois, cela n'est pas possible. Et pour les dernières décennies, nous avons fait beaucoup de progrès en termes de bande passante et nous avons arrêté le Ouattara, Deloitte. Et nous allons donc parler des relations qui évoluent entre les banques et les fintech parce que c'est toujours changeant, ça évolue toujours. Et les banques elles-mêmes ont donc vu des changements assez révolutionnaires, soit à travers des plans ou bien à travers donc une certaine réactivité et l'utilisation des technologies. Donc, nous allons voir les défis des fintech au niveau du KYC, ainsi que les questions liées au niveau de crédit. Donc, je vais commencer avec vous. Nous allons donc jouer prétendant que je ne suis pas un journaliste, que je suis en fait une personne très riche. Et nous sommes dans un ascenseur, par exemple. Quel pitch est-ce que vous allez me donner, par exemple, avec votre banque et quels sont les avantages que vous pouvez avoir par rapport à une banque traditionnelle? Donc, merci
de m'avoir invité sur le point de vue donc, de Kuda. Nous travaillons avec les banques et nous apportons donc l'accès abordable aux services financiers et bancaires. Et bien sûr, ça présente des avantages en termes de distribution au niveau des banques, vous êtes en mesure d'en faire davantage comparé au système financier par le passé. Donc, nous avons de nouvelles technologies telles que la technologie cloud, les téléphones portables qui sont utilisés par les clients, les personnes, et aussi la question de l'abordabilité. Et de mon propre expérience, ce que je peux dire est que, bien sûr, toutes ces nouvelles technologies ont présenté beaucoup d'avantages et on est en mesure d'offrir des services financiers plus abordables qui est vraiment très bénéfique et très avantageux pour le continent africain. Et bien sûr, nous n'avons pas été les plus riches en Afrique. Et donc, ça change la donne pour le consommateur régulier. Donc, une dernière question. Est-ce qu'il est possible de donner des chiffres en termes des coûts lorsque vous utilisez un compte Kudo ou un autre compte traditionnel? Je pense que nous sommes moins chers par rapport aux approches traditionnelles à hauteur de 60%. En fait, avec Kuda, selon donc la fréquence de l'utilisation de nos produits, vous pouvez parfois rien payer. Et simplement pour faire des opérations financières, si vous le faites beaucoup, vous payez moins ou vous ne payez parfois rien du tout. Et parfois, nous avons quelques frais, mais qui sont vraiment beaucoup moins chers, à plus de 50% moins chers. Donc, vos frais sont beaucoup moins chers comparé aux banques traditionnelles, à hauteur de 50 à 60%, comparé aux banques traditionnelles. It has driven this new paradigm known as the open banking movement. Maybe you could sort of... Ceci a créé ce nouveau paradigme dans le secteur bancaire. Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage sur ce concept. Merci et merci de m'avoir invité pour traiter de cette importante thématique. Donc, l'avènement de la FinTech, elle était considérée donc comme de la concurrence. Mais dans des juridictions européennes, vous avez une nouvelle réglementation, donc qui est directive de paiement, et qui augmente les opportunités et qui permettent aux banques d'intégrer la FinTech dans différents domaines. Et ceci a accéléré la banque ouverte, entre guillemets. Il s'agit de la capacité donc pour ces institutions non financières d'avoir accès justement à ce secteur bancaire. Et c'est une façon pour ces banques de sous-traiter un bon nombre d'activités et qui sont liées à la technologie
et permettent aux clients justement d'avoir une meilleure expérience. Donc, nous passons donc d'une perception de la fintech où ceci est considéré comme un concurrent vers un collaborateur. Et Kuda travaille déjà avec les banques dans ce domaine, mais il y a beaucoup de cas d'utilisation qui pourraient être intéressants pour les banques, de façon à ce qu'elles puissent ouvrir le système à des entreprises de la technologie, apporter une meilleure flexibilité dans ce système bancaire de façon à adapter cette prestation de service et les adapter donc aux besoins des clients. Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Donc, est-ce que vous avez établi un partenariat avec des banques? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire, notamment avec des institutions classiques au Nigeria, qui vous ont peut-être proposé une niche qui vous permettront d'avoir une situation gagnant-gagnant? Peut-être que vous devez activer votre micro. Oui, ce serait utile, effectivement. Donc, nous avons établi ce partenariat dans ce domaine et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la fintech ne doit pas être considérée comme un concurrent, mais plutôt permettrait justement de compléter les services des uns et des autres. Les services financiers classiques sont une industrie ou un secteur qui dispose de cette myriade de connaissances et d'outils et qui permettront justement d'améliorer le système et permettraient d'améliorer le monde des affaires. Mais compte tenu de la situation dans le monde, il y a ce changement, ce basculement en termes de génération dans le rapport à l'argent et la façon dont on veut interagir avec son compte bancaire. Et ceci fait partie justement de ce qui a renforcé la fintech. Et la plupart de ces acteurs font partie de cette nouvelle génération. Donc, je pense que dans l'idéal, il faudrait avoir un mélange entre ces secteurs dits classiques et les secteurs de la fintech. Au début, il y a toujours cette période de méfiance, mais qui est tout à fait naturelle parce qu'il y a cette idée de concurrence. Mais je pense que de nos jours, il y a cette volonté de collaborer. Donc, chacun connaît ses forces et ses faiblesses. Et donc, il s'agit de se compléter. On ne peut pas avancer autrement. Donc, au niveau de Kuda, nous collaborons avec ces différents acteurs, notamment avec des institutions financières numériques. Nous permettons également à nos clients justement de payer en espèces et ceci ne peut être rendu possible qu'à travers la collaboration avec ces institutions conventionnelles et ceci est notamment le cas au Nigeria. Justement, l'on peut se rendre dans l'une de ces trois banques pour pouvoir justement payer en espèces en ayant un compte Kuda. Donc, c'est ainsi que nous envisageons la collaboration. Mais évidemment, pour faire court, la réponse est oui. La collaboration existe, mais il s'agit vraiment de changer ces mentalités. Aristide, donc disons que la fintech pourrait se charger justement de certaines activités telles que la fidélisation de nouveaux clients, peut-être un meilleur talent en matière de marketing. Et d'autre part, les institutions dites classiques pourraient se charger des questions de crédit ou autres. On a l'impression que
banques classiques ou les institutions classiques vont justement collaborer avec la FinTech justement pour avoir, entre guillemets, un ravalement de façade. Donc, pour les banques, il faut du temps pour construire ou établir cette confiance vis-à-vis de ces nouveaux acteurs. Et comme vous le savez, la banque donc tombe sous la réglementation. Vous avez donc cette réglementation pour la lutte contre le crime financier. Donc, il y a des restrictions, des contraintes donc, qui sont assez lourdes. Lorsque les banques sous-traitent le processus d'intégration, il faut donc se conformer à toutes les exigences, ainsi qu'aux règlements intérieurs et autres réglementations. Donc, c'est un fardeau considérable, mais afin de changer les choses, il est important également que les régulateurs s'adaptent à cette nouvelle situation de façon à ce que ces contraintes réglementaires ne bloquent pas justement l'essor de la FinTech. On ne peut pas mettre sur le même plan ces institutions classiques et les institutions de la FinTech. Donc, voilà le modèle d'affaires. Il s'agit d'apporter donc cette flexibilité pour permettre à la FinTech d'opérer. Récemment, nous avons d'ailleurs mené une enquête pour comparer les institutions financières aux sous-traiteurs. Et le processus d'intégration est le secteur principal où il est possible d'avoir ce partenariat intéressant donc, entre les banques et la FinTech. Mais encore une fois, le fardeau de la réglementation est un véritable blocage, en particulier la réglementation de lutte contre le crime financier. As a class of fintech is Donc, si l'une de vos faiblesses est liée peut-être à des réglementations trop lourdes, quels seraient alors peut-être les moyens que vous envisagez pour contourner un petit peu ces contraintes? Ceci dépend de la juridiction. Parce que nous avons une licence bancaire et selon les juridictions, nous avons pu établir certains partenariats stratégiques sans pour autant avoir de licence pour opérer en tant que banque, mais qui nous permet tout de même de mener un certain nombre d'opérations, donc selon les juridictions. Disons qu'il n'y a pas de solution unique. Vous avez certaines fintech qui réussissent dans le domaine du prêt que d'autres en utilisant différents types d'algorithmes. Vous avez certaines fintech qui également se concentrent sur les dépôts. Nous avons également l'exemple de KYC qui justement est un très bon exemple, justement, où ils ont pu avoir les meilleurs clients qui soient, les fidéliser et écarter toute forme de risque. Donc, en ce qui concerne les partenariats, il faut d'abord évaluer vos forces à l'instant T et identifier les partenaires qui permettront de compléter certaines de vos forces.
Et disons que nous ciblons donc le marché de masse, donc bien que nous fassions la même chose que ce que les grandes banques font, nous sommes plus à même justement d'atteindre ces clients justement qui échappent à ces banques dites traditionnelles ou classiques. Donc, nous sommes en mesure donc de mobiliser une meilleure base de clients. Nous avons réduit également les coûts d'acquisition pour le client, donc des coûts qui sont beaucoup plus élevés dans les organisations, des institutions de plus grande ampleur. Disons que nous avons peut-être un client qui va déposer 1 000 $. On préférera peut-être se concentrer sur le client qui pourra déposer 10 000 $ ou 15 000 $. Mais avec la FinTech, nous avons été en mesure justement d'atteindre un certain nombre de clients grâce justement à nos coûts compétitifs. Nous avons également des partenaires dans le secteur bancaire. Et donc, au final, nous travaillons avec un partenaire bancaire. Donc, il y a différentes façons de voir la chose. Il ne s'agit pas uniquement de se concentrer sur le crédit. Ceci dépend en fait des forces et des faiblesses de chaque entreprise FinTech. Absolument. Juste pour compléter Babs, sans pour autant se projeter très loin dans l'avenir, il y a cette réflexion autour de la technologie blockchain. Donc, au niveau de KYC, il y a eu beaucoup d'avancées en matière donc, de distribution de numéros d'identifiants associés à la blockchain. Il y a un numéro d'identifiant pour chaque individu qui est très utile. Et ceci permet justement de s'éloigner justement de tout le travail qui est effectué justement pour connaître son client. Et j'imagine que d'ici 4 ou 5 ans, les choses auront changé. Des banques pourront avoir accès aux archives des individus pour mieux évaluer le risque de crédit et avoir accès à leur historique bancaire. Est-ce que vous pensez que ce sera uniquement un certain groupe de banques qui aura accès à ce type de système? Voici comment je vois la chose. Il ne s'agit pas forcément de se dire que la FinTech fait quelque chose de diamétralement opposé à ce que les autres institutions bancaires font. Donc, quiconque ne suit pas justement cette nouvelle tendance que nous sommes en train de constater risque d'être perdant. Donc, au niveau de CUDA, nous avons tiré profit de l'avancée technologique et de tous les outils qui sont à notre portée. Et c'est parce qu'il y a cette volonté au niveau des consommateurs et également un changement de comportement également des clients et des consommateurs. Et donc, il est important que nous puissions répondre à ces nouveaux besoins. Donc, il ne s'agit pas justement d'avoir un nouvel acteur de la FinTech. Cette technologie est à la disposition de tous. Ceci dépend de si ces institutions classiques ou conventionnelles sont disposées à changer leur façon de voir les choses ou changer leur mentalité.
Et s'ils réussissent à changer cette mentalité, ils pourront tirer profit alors de ces nouveautés. Autrement, je pense qu'elles risquent d'être obsolètes et il sera trop tard. Et elles risquent de perdre gros. Donc, il ne s'agit pas de dire que le monopole sera occupé par la FinTech. C'est quiconque souhaite saisir cette opportunité et souhaite en tirer profit pourra justement avoir accès à cette technologie. Aristide, vous avez évoqué une enquête qui a été menée par Deloitte au niveau des directeurs de banques et autres banques. Compte tenu de nouvelles technologies qui sont utilisées au niveau des banques, justement, pour améliorer la politique de connaître son client et faire en sorte donc que ceci soit abordable. Donc, les informations que je souhaiterais vous partager sont qu'en Afrique, nous avons été surpris au niveau des banques traditionnelles et autres institutions financières qui souhaitaient établir ce partenariat avec la FinTech. 22% de ces institutions financières qui ont fait l'objet de l'enquête ont indiqué qu'elles avaient déjà établi un partenariat avec la FinTech. Ceci nous a surpris, mais la réalité est telle qu'elle. 42% des institutions financières ont dit qu'elles avaient l'intention d'établir un partenariat à court terme avec la FinTech. Donc, parmi les domaines de partenariat, le premier identifié a été le développement ou l'élaboration de nouveaux produits. Et donc, ces banques veulent solliciter ces entreprises de la FinTech pour créer de nouveaux produits et qui permettront justement d'améliorer l'expérience du client. Et le deuxième domaine est donc le processus d'intégration, donc pour apprendre à connaître son client. Et les institutions interrogées ont indiqué que la FinTech pouvait faciliter ce travail, disposer d'informations pertinentes et qui pourraient justement faciliter le développement de ces produits. Et ces FinTech peuvent facilement recueillir des données numériques issues de différentes sources, les réseaux sociaux, etc. Donc, il est beaucoup plus facile pour ces banques d'utiliser ou d'avoir recours à la FinTech justement pour obtenir ces informations. Et la FinTech aussi peut faciliter le crédit instantané. Donc, les banques considèrent la FinTech comme étant un partenaire intéressant donc, dans ce domaine. Especially in Africa, within Africa, they are already working en particulier en Afrique, nous avons déjà constaté un début d'opération dans ce domaine. Merci. L'un des domaines qui pourrait intéresser les institutions financières et les FinTech donc, concerne la structure même de ces banques. Je pense que ceci est également le cas en Afrique. Donc, avoir cette nouvelle structure de l'agence, surtout dans certaines villes et autres agglomérations, où justement, certains agents peuvent opérer au nom justement de certaines banques, accorder un crédit en espèces, un crédit mobile. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait fonctionner pour Kuda?
Alors, ceci dépend de la région. La mission de CUDA est justement être le prestataire de services financiers pour tous les Africains de part et d'autre du monde. Et nous nous appuyons d'ailleurs sur nos services d'argent mobile. Et nous avons ce système de distributeur automatique de billets humains, si je puis dire. À mon avis, je pense que le moyen le plus efficace de suivre cette tendance est encore une fois d'établir ces partenariats avec des entreprises justement qui travaillent déjà dans ce domaine et qui font un travail exceptionnel. Et je ne pense pas que CUDA doive justement se lancer dans cette initiative seule. Je pense que nous devons établir des partenariats. Nous disposons déjà donc de ces DAB humains, entre guillemets. Donc, nous pourrions peut-être voir comment nous pouvons collaborer avec d'autres partenaires. Peut-être que l'on pourrait approfondir la relation avec certains de nos partenaires et aussi avec certaines agences ou autres entreprises bancaires. Donc, c'est ce que nous voulons faire au Nigeria. Nous avons une banque qui a plus de 5 millions de clients avec donc des transactions de plusieurs milliards tous les mois. Encore une fois, cette stratégie pourrait ne pas fonctionner dans certaines juridictions. Certaines juridictions pourraient exiger la présence d'une agence pour contrôler tout cela. Il s'agit de mieux connaître les besoins des clients et voir comment satisfaire leurs besoins, mais ceci variera d'un pays à l'autre. Nous n'avons pas eu à faire cela au Nigeria, mais il se peut que nous devrions le faire dans d'autres pays à l'avenir. Très bien. Une dernière question que je souhaite poser à vous deux. Et je voudrais qu'Aristide réponde au nom des banques et BAPS se prononce au nom des FinTech. Parce que je voudrais que l'on se tourne vers demain. Nous avons les transferts d'argent possibles via Facebook. Également, ces nouveautés qui ont été mises en place en Inde en matière de transfert d'argent, et également à Pékin, où il y a cette intégration de ces écosystèmes financiers et bancaires. Donc, est-ce que vous pensez que les banques africaines seront prêtes à faire cela? Donc, Aristide, entendons d'abord la perspective ou le point de vue des banques. Comme je l'ai déjà indiqué, les banques sont en train de se préparer. Les banques africaines pourraient surprendre le secteur bancaire du monde entier. Nous avons bénéficié de cette accélération en Afrique. Et nous savons que la technologie aide beaucoup les banques africaines. Si on prend l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, si vous évaluez le niveau d'inclusion sans la FinTech, ceci pourrait coûter plus de 15%. Mais si vous intégrez tous les opérateurs avec l'argent mobile et autres opérateurs, nous avons une pénétration de 50%. Donc, le secteur bancaire est tourné vers l'avenir, veut utiliser la FinTech
et la technologie, et ceci permettra d'améliorer la connaissance du client, en s'appuyant sur l'expérience du client pour enrichir le modèle d'affaires. Donc, la technologie est un bon accélérateur pour ce faire. Et la deuxième dimension concerne l'efficacité des opérations. Lorsque vous améliorez la transparence dans l'établissement de coûts, et si vous utilisez certaines technologies pour votre prise de décision, vous pouvez de façon exponentielle améliorer l'efficacité de vos opérations. Il y a également une utilisation intéressante de la technologie par le biais du partenariat avec la FinTech, qui est donc l'interopérabilité. Comme vous le savez, les banques sont obligées d'assurer cette interopérabilité pour diverses raisons. Mais pour le privé, il est difficile justement qu'il y ait cet échange d'informations entre les banques. Mais les FinTech pourraient justement jouer le rôle d'accélérateur pour améliorer l'interopérabilité entre ces banques. Donc, l'efficacité des opérations, la transparence et l'interopérabilité. La technologie est la clé justement à la portée des banques, et ce serait un partenaire intéressant dans ce domaine. Intéressant. Nous avons été choqués notamment par l'intérêt des banques justement pour établir ce partenariat avec la FinTech. Est-ce que vous pensez qu'il serait compliqué pour la FinTech africaine justement de survivre? Je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer, pour dire que la FinTech africaine fera face à de grosses difficultés. Chaque marché a ses problèmes à différentes échelles, mais la FinTech passe donc d'une entreprise technologique vers une entreprise prestataire de services financiers. Et la situation en Afrique est différente de la situation en Occident. Donc, il y a des difficultés, bien évidemment, auxquelles nous faisons face en Afrique, qui nous empêchent justement d'atteindre ce stade où la FinTech deviendra une banque à part entière. À titre personnel, je pense que ceci est une véritable opportunité, encore une fois, pour coopérer et surtout dans le renforcement justement des forces de chacune des parties. Peut-être pas dans la réglementation de la dette ou autre, mais je pense qu'il est important de pouvoir établir cette collaboration et ce partenariat. Donc, je pense que c'est plutôt une opportunité et non une menace. Je pense que c'est une bonne chose et qu'il y ait justement cet intérêt suscité. Et à mon avis, je pense que dans plusieurs années, nous aurons bon nombre d'entreprises seront des entreprises de FinTech d'une façon ou d'une autre. Et nous sommes déjà en train de le constater. Au niveau du commerce social, nous l'avons constaté avec Apple. Nous sommes passés donc du matériel au logiciel, puis FinTech, et maintenant avec l'application Apple Pay. Donc, il y a ce basculement
et également des services financiers combinés qui sont proposés par ces entreprises par le biais de partenariats. Donc, je pense que c'est une opportunité considérable. Et encore une fois, c'est le client justement qui en bénéficiera. Because I see more of an opportunity than a threat. Fantastic. Thanks very much. Je vois cela comme une opportunité plus qu'une menace. Très bien, formidable. Donc, la destination finale, c'est le FinTech. C'est une bonne façon de terminer ce panel. Et à la fin de ce panel, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. En ce qui concerne les champions financiers africains, merci de votre participation, Gwendoline, Abdelaziz, Kandé et Aristide Ouattara. Et donc, ma collègue Aurélie Mbida et Africa Report et Jeune Afrique auront donc d'autres événements numériques qui sera donc sur la transition africaine en partenariat avec l'investissement anglaise, et ainsi que le sommet africain à la fin de novembre, le sommet donc africain de l'industrie financière. Donc, nous vous invitons d'y participer à Lomé le 28 novembre. Merci.